Le Sénat examine le projet de réduction de la durée du mandat présidentiel. Les pouvoirs présidentiels ne peuvent demeurer longtemps éloignés du peuple, dit M. Mesmer. À l'Assemblée nationale, incident au cours de l'examen du projet sur le commerce et l'artisanat, les députés protestent contre les pressions dont ils sont l'objet. Proche-Orient, très violent combat dans le Sinaï pendant que M. Kosygin est au Caire, peut-être pour une mission de paix. L'avion Paris-Nice, détourné sur Marseille par une jeune femme surexcitée. La femme pirate a été tuée par la police. Le scandale de la garantie foncière devant la justice, 17 inculpés, 35 millions de francs détournés. Jean d'Ormesson, élu au fauteuil de Jules Romain à l'Académie française, est à 48 ans le plus jeune des immortels. Le prix Nobel de littérature à l'Australien Patrick White. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le Sénat a donc engagé cet après-midi l'examen public du projet de loi constitutionnelle réduisant de 7 à 5 ans le mandat du président de la République. Nous vous présenterons en fin de ce journal le compte-rendu complet de cette discussion. Et rapidement le point de la situation au Proche-Orient. Le Caire et Tel Aviv sont d'accord, pour une fois, pour estimer que de violents et féroces combats de chars se poursuivent depuis hier dans le Sinaï. Selon les militaires américains, cette grande bataille pourrait marquer un tournant décisif de la guerre du Kippour. Notons d'autre part que l'Égypte et Israël ont commencé à communiquer des listes de prisonniers à la Croix-Rouge internationale. M. Kosygin, chef du gouvernement soviétique, est au Caire. Selon le ministre britannique des Affaires étrangères, c'est une mission de paix qu'effectue en ce moment M. Kosygin. Sir Douglas Hume a déclaré cet après-midi, je le cite, « On commence à apercevoir un rayon de lumière, des forces puissantes œuvrent en faveur d'un cessez-le-feu et d'un règlement. » À Washington, on estime même que M. Kosygin s'efforcerait actuellement de faire accepter au Caire une formule de cessez-le-feu sur place. Le porte-parole de la Maison-Blanche vient d'annoncer que messieurs Nixon et Kissinger espèrent un arrêt rapide des combats. Mais en attendant, les Russes se servent d'Antonov 22 pour leur pont aérien, tandis que les Américains utilisent des Galaxy, l'avion le plus gros du monde. Il transporte 5 chars dans son ventre. Et hier, sur la base américaine des Açores, 15 Galaxy ont fait escale. Mais tous les avions n'empruntent pas la même route. Nombreux sont ceux qui transiteraient par l'Allemagne fédérale. Et les deux grands fournissent aussi munitions et missiles. Bref, de quoi poursuivre la guerre. Le général Dayan est d'ailleurs optimiste, il l'a dit ce soir à la presse internationale. Mais les combats sont durs, surtout dans le Sinaï. Le Pentagone affirme que c'est la plus grande bataille de chars de l'histoire. Le Caire et Tel Aviv, pour une fois d'accord, qualifie les combats de sanglants et féroces. Toujours sur le front sud, le Caire annonce que les Israéliens ont tenté de s'infiltrer une nouvelle fois l'année dernière sur la rive occidentale du canal. Mais le commando est encerclé. À Tel Aviv, on ne fait aucune allusion à une nouvelle traversée du canal. On précise en revanche que les Égyptiens auraient perdu aujourd'hui quelques 110 chars. Aucune action d'envergure n'aurait eu lieu aujourd'hui sur le front nord, selon Tel Aviv. Pourtant, les Syriens démentent. Ils affirment même avoir détruit 7 chars israéliens. Au 13e jour de la guerre israélo-arabe, les plus purs parmi les croyants, ceux de Meacharim et des autres communautés juives orthodoxes d'Israël, viennent pleurer contre le mur de lamentation, prier pour la victoire des armées d'Israël. Le peuple juif célèbre aujourd'hui, comme depuis des millénaires, la fête de la sauvegarde. Le rabbin Getz, gardien du mur de lamentation,
a perdu son fils aîné en 1967, ici même, lors de la prise de Jérusalem par les Israéliens. Au fond, c'est la continuation d'Hitler qui voulait exterminer le peuple juif dans les crématoires. Mais lui, il l'a fait dans la diaspora en Europe. Et le Gog et Magog devait le faire sur notre terre même. Et je crois que nous sommes en pleine bataille de Gog et Magog. Mais c'est bien possible aussi que le véritable Gog et Magog, c'est bien les soviétiques. C'est la véritable coalition. Et il y a des signes précurseurs, comme si les soviétiques voudront bientôt agir. Et nous attendons à pied ferme parce que nous savons que c'est la fin. Vous croyez qu'à ce moment-là, les États-Unis interviendront? Dieu interviendra. Nous n'avons besoin de personne. Pour les grands producteurs pétroliers du Golfe Persique, le meilleur moyen d'abattre Israël, c'est finalement de frapper les États-Unis, principal allié de l'État juif. Comment? En fermant le robinet du pétrole. Le moment paraît d'autant mieux choisi que le président Nixon vient d'accorder la priorité au problème de la pénurie énergétique dont souffrent les États-Unis. Un problème effectivement pressant. On l'a vu l'été dernier avec le rationnement de l'essence, or les mois à venir ne s'annoncent pas moins difficiles. Si l'on en croit en tout cas l'un des hommes de confiance du président, l'ancien ministre de la Défense, Melvin Laird. Celui-ci vient de conseiller aux Américains de faire provision de pullovers supplémentaires, à défaut de pouvoir se chauffer convenablement cet hiver. Pourtant, de nombreux experts se refusent à prendre le boycott au sérieux. D'abord, disent-ils, le Moyen-Orient n'assure que 5% des approvisionnements américains. Ensuite, pour être efficace, la réduction de la production décidée à Koweït devra, selon eux, avoir les mêmes conséquences pour tous les consommateurs. Car sinon, les États-Unis pourront toujours acheter les surplus européens ou japonais. Vu de Washington, les Arabes risquent alors de s'aliéner des pays pourtant acquis à leur cause. Et puis, à quelque chose malheur est bon, disent les experts. Le boycott peut même être salutaire, en obligeant l'Amérique à moins gaspiller, en incitant le gouvernement à se lancer dans un effort sérieux pour développer d'autres ressources énergétiques. Les raisins sont trop verts? Quoi qu'il en soit, à Washington, on s'inquiéterait plutôt des dangers que les pays pétroliers pourraient faire courir à un dollar déjà bien fatigué. Une menace qui semble réelle après l'annonce que les Arabes pourraient convertir en marks ou en yens leurs avoirs en dollars. Or, si les 4 grands du Golfe Persique ont encaissé l'an dernier 5 milliards de dollars, en 1980, l'Arabie Saoudite, le Koweït, Abu Dhabi et Qatar disposeront de revenus annuels 5 ou 6 fois supérieurs. À ce moment-là, rien n'empêchera théoriquement les émirs pétroliers de s'acheter des secteurs entiers de l'économie américaine. Le pétrole arme ultime, pour la Maison-Blanche, boycott ou pas, c'est encore de la politique fiction. À Beyrouth, la guerre du Proche-Orient n'a pas arrêté le terrorisme pro-palestinien. On n'est pourtant pas encore certain que les 5 hommes qui retiennent en otage des clients de la Bank of America de Beyrouth depuis ce matin n'ont que des mobiles politiques. Ils réclament une rançon de 10 millions de dollars, la libération de 12 de leurs camarades d'un mouvement révolutionnaire et de tous les Palestiniens incarcérés au Liban. Une trentaine de personnes sont aux mains du commando. Celui-ci menace de les exécuter s'il n'obtient pas satisfaction. La police utilise sans résultat des bombes lacrymogènes. Le commando est bien armé. 5 personnes auraient été blessées par des coups de feu tirés au moment de l'attaque de l'immeuble. Ce n'est pas la loi elle-même qui l'a provoqué, c'est l'occupation des chambres de commerce et d'industrie par des militants du Sidunati et les pressions directes faites sur les députés. Coups de téléphone nocturnes, façade d'immeubles maculés de peinture et ce matin encore, barrage de péniche devant le Palais Bourbon. À 15 h, au moment de la reprise du débat, M. Michel Debré, UDR, dénonçait le premier, je cite, les méthodes fascistes ainsi employées et demandait la remise à quinzaine de l'examen du projet. Après lui, 11 députés représentant les différents groupes de l'Assemblée demandaient une suspension de séance, soulignant que les pressions qui s'exercent sur le Parlement n'empêcheront pas les députés de voter selon leur conscience. Après que le ministre, M. Royer, ait déclaré que le gouvernement s'élève contre toutes les pressions et violences, la séance était suspendue. Ce n'est donc que peu avant 18 h que les députés ont repris l'examen du projet de loi sur le commerce et l'artisanat. Mais ce n'est que demain qu'ils reparleront de l'article qui a provoqué les remous que l'on sait, la représentation des commerçants et artisans
au sein des commissions qui seront chargées d'autoriser la création de grandes surfaces. Ici. C'est la foule devant la 17e chambre correctionnelle de Paris. En vue d'accueillir tout le monde, le parquet a renoncé finalement à la 11e chambre, plus exiguë, mais il n'a pas vu encore assez grand. Une bonne trentaine d'avocats accompagnent les 17 prévenus de ce scandale financier. Faute de place, l'ancien député Yves Henry et Maître Rochenoir, qui a été le conseiller fiscal de la garantie foncière, ont dû s'installer sur les bancs du public. N'allez pas croire pour autant que les débats ont pris le ton aimable d'une conversation de salon, au contraire. D'entrée, la défense, la partie civile et le ministère public ont engagé une véritable bataille juridique qui semble voler au-dessus de bien des têtes. On en retiendra si possible l'essentiel. Les avocats de la défense s'efforcent de faire constater une série de nullités de procédure, ou si vous préférez que l'instruction a été entachée d'irrégularités inacceptables. Ainsi, Maître Victor Dubois, un des avocats de son confrère Rochenoir, que vous allez voir dans un instant à droite à son arrivée au palais, affirme que l'inculpation de son client et la perquisition à son cabinet en août 71 constituent une violation des droits de la défense. Selon Maître Dubois, on a saisi sans discernement 3500 pièces au cabinet Rochenoir, y compris la correspondance de l'avocat avec ses clients. La partie civile, qui représente les quelques milliers de souscripteurs de la garantie foncière, n'est pas en reste. Maître Baffray, soutenant que des rapports de police ont été escamotés, veut renvoyer l'affaire en cour d'assises. Bref, avec ces querelles de procédure pénale, le véritable procès de la garantie foncière n'est toujours pas ouvert. Et on en a presque oublié cet après-midi les principaux acteurs, les prévenus. Parmi eux, Robert Frankel, l'animateur de la garantie foncière, en prison depuis juillet 71, est un peu plus pâle que les autres. Il échange quelques mots de temps à autre avec sa femme, Nicole, inculpée elle aussi d'escroquerie, mais en liberté. Pour eux également, les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Allègement de l'impôt 1973 pour les petits contribuables. C'est, selon Maurice Papon, rapporteur général du budget et invité aujourd'hui des journalistes de la presse économique et financière, la première conséquence de l'amendement de justice fiscale déposé par le gouvernement. Reste une difficulté, l'organisation de la compensation nationale. On fait effectivement supporter par certains régimes le déficit d'autres régimes. Je pense que c'est une difficulté qui pourra être surmontée, je l'espère en tout cas vivement, parce que l'objectif de la solidarité sociale ne peut effectivement que réunir l'assentiment de tous. Du moins. Il est 12h10 lorsque l'avion Paris-Nice, un Boeing 727, est détourné sur l'aéroport de Marseille-Marignane. 110 passagers sont à bord. L'une des passagères, une jeune femme de 35 ans, épouse d'un publiciste parisien, armée d'une carabine 22 longs rifles, menace soudain une hôtesse de l'air. Elle semble agitée et tient des propos incohérents. Ses exigences sont confuses. L'avion se pose à Marignane à 12h30. La passagère exprime alors le désir de manger. Peu après, 3 policiers déguisés montent dans l'avion. La jeune femme les met en joue, les policiers font feu, la blessant mortellement. Un steward raconte. La poussière, le chef de cabine, nous l'a d'ailleurs confié. Il était encore sous le coup d'une certaine émotion. Au départ, elle manifestait juste avec un pistolet, nous avons vu par la suite qu'il devait être un pistolet armé à blanc. Ensuite, une carabine qui, elle, était chargée avec un cran de sécurité. Ensuite, je pense qu'elle a sorti un deuxième pistolet, mais vous savez, les moments sont assez longs. Comment a-t-elle pu monter à bord avec ses armes? Eh bien, elle est passée par d'après ce que j'en sais, la banque des VIP, et cette carabine se trouvait dans un sac où était son chien. Elle met 15 000 litres de kérosène pour partir. Elle voulait se poser dans des régions ahurissantes parce qu'on ne comprenait pas où elle voulait vraiment aller. On lui a emmené le camion d'essence, vous avez vu, et puis elle a demandé à manger. À ce moment-là, 3 hommes de mon Jeep, du groupe d'intervention de la police, se sont déguisés en steward et en mécanicien et ont pu pénétrer dans l'avion. Mais subitement, elle a mis en joue le mécanicien, un de mes hommes qui était mécanicien, qui a eu le réflexe immédiatement de dégainer et de tirer, la blessant gravement. Il y avait légitime défense. Ah oui, parce qu'un de mes hommes a été mis en joue et il y avait la vie du steward. Il n'y a que 3 hommes qui soient montés. 3 hommes, oui. 3 hommes, plus le steward qui était sur un siège. Elle, d'ailleurs, s'était très bien placée. Elle était, je ne sais pas si vous connaissez l'intérieur d'un Boeing, elle était entre les 2 voies à terre, les 2 voies à terre du fond du Boeing, et elle commandait
étant vraiment entre ces deux water, elle commandait toute l'allée des sièges du Boeing, ce qui fait que n'importe qui se présentait à l'avant était immédiatement une cible facile. On a vu des hommes monter par l'arrière. Et le steward était à 1 mètre d'elle. On a vu des hommes monter par l'arrière. Oui, les hommes sont montés par l'arrière quand le mécanicien a pu tirer. Qui est Jean d'Ormesson? Le plus jeune des académiciens, il n'a que 48 ans, est issu d'une grande famille française qui compta un chancelier de France, 2 contrôleurs généraux des finances, 11 conseillers d'État et 4 ambassadeurs de France, dont son père, et son oncle Vladimir d'Ormesson, récemment décédé, qui était également membre de l'illustre assemblée. Mais c'est bien sûr ses titres littéraires qu'en 1971, l'Académie française lui accordait le Grand Prix du roman pour la gloire de l'Empire. Je l'ai appris par un coup de téléphone que j'attendais, évidemment, et c'est une certaine émotion. Et le sentiment que j'ai éprouvé immédiatement, c'est, vous imaginez bien, une grande joie et beaucoup de gratitude. Vous vous attendiez à cette nouvelle? Je l'espérais, mais vous savez, quand il y a une élection, on ne peut jamais être certain du résultat. Qu'est-ce qui, d'après vous, a pu inciter le suffrage dans ce sens? Quelle qualité dans l'indulgence. L'indulgence pour 60%, et puis pour 25% l'amitié, et puis peut-être pour 5% mes mérites. Quelle action pensez-vous avoir au sein de l'Académie en tant que benjamin de cette Académie? Eh bien, d'écouter beaucoup, d'être très assidu, comme un bon écolier, et puis de tâcher d'apprendre, et puis on verra après. Le prix Nobel de littérature a été décerné aujourd'hui à Patrick White pour un art, je cite l'Académie suédoise, pour un art épique et psychologique qui a introduit une nouvelle partie du monde dans la littérature. En effet, Patrick White, 61 ans, auteur de 7 romans dont 2 traduits en français, est le premier Australien lauréat du prix Nobel. Le dernier Nobel de langue anglaise était l'Américain John Steinbeck il y a 11 ans de cela. Discussion donc cet après-midi au Sénat du projet de réduction du mandat présidentiel. L'hémicycle était comble, les divers orateurs sont intervenus dans le plus grand calme. On pense que le vote aura lieu cette nuit. Rendons-nous au Sénat. La sérénité sénatoriale n'a pas été entamée cet après-midi par le débat constitutionnel. S'il y eut quelques mouvements de séance, notamment lorsque M. Dailly et M. Pierre Messmer évoquèrent les pouvoirs du président de la République pour l'un, son jugement sur la durée du mandat pour l'autre, ces mouvements ne dépassèrent pas le stade des murmures sur les bancs de la gauche. Le Sénat est donc resté cette haute assemblée où la passion n'a pas sa place et où les débats se font certes avec fermeté, mais toujours avec courtoisie. Même l'alerte à la bombe du début de l'après-midi n'a pas modifié le climat. Une séance donc intéressante, où l'on a débattu en profondeur de cette réforme. Ce qu'il faut en retenir, c'est que le Sénat n'a pas l'intention d'être le fossoyeur du texte proposé, mais il n'a pas l'intention non plus d'en être le défenseur inconditionnel. Pour une grande partie, c'est aussi dans les couloirs que se déroulait le débat. Journalistes, sénateurs et membres des cabinets ministériels s'y livraient au jeu subtil des pronostics. Le Sénat votera-t-il le texte et avec quelle majorité? On peut hasarder un pronostic. Les sénateurs devraient voter le texte ce soir et vraisemblablement sans amendement comme à l'Assemblée nationale. Il n'y aurait donc pas de navette. Il y aura certes en séance de nuit des discussions sur des amendements, sur une dizaine d'amendements proposés, mais aucun ne devrait être retenu, pardon. Cela dit, les votes favorables passeront-ils le cap des 3/5 des suffrages exprimés, ces fameux 3/5 qu'il faut au Congrès pour que le texte soit ratifié? C'est là de la politique fiction à laquelle je me refuse pour ma part de me livrer. Je vous propose maintenant d'écouter des extraits du débat de cet après-midi. Qui ira expliquer au bon sens populaire, à moins bien sûr de lui faire voter sur la vie chère, sur les encombrements, la mauvaise qualité des transports et autres, ce que nous avons toujours combattu, c'est pour ça que nous avons toujours combattu les référendums dans cette maison, mais qui ira expliquer au bon sens populaire, à moins de le faire voter sur autre chose et par conséquent de le dévier sur autre chose, qu'il est contraire à la démocratie de revenir lui rendre tous les 5 ans compte, s'évanouir si on ne veut pas se représenter, au contraire, briguer à nouveau les suffrages des électeurs. Tels sont les motifs pour lesquels, s'en tenant au texte seul,
voulant ignorer les commentaires et l'environnement, ne l'étudiant que pour ce qu'il contient et que pour ce qu'il dit, et n'ayant pour seul souci que le prestige de notre Assemblée, votre commission vous demande d'approuver sans amendement le texte qui vous est soumis. Si le septennat pouvait se concevoir et a pu se maintenir avec une élection venant d'un collège électoral limité et dans un système où l'essentiel des responsabilités nationales échappait au président de la République, il paraît plus difficile, il paraîtrait difficile même d'en justifier l'existence dès lors que le président est élu par tous les citoyens et qu'il assume les plus grandes responsabilités nationales. L'expérience, nous dit le président de la République, l'a convaincu de donner sa préférence à un mandat de 5 ans. Et sur ce point, mesdames et messieurs les sénateurs, je souhaite vous rendre particulièrement attentifs. Qui, mieux que le président de la République, connaît toutes les données du problème que nous débattons? Proposer de réduire la durée du mandat présidentiel est une décision grave. Si M. Georges Pompidou le propose, après avoir pratiqué les responsabilités qui sont les siennes, et cela depuis plus de 4 ans, c'est parce qu'il a porté en conscience un jugement sur leur exercice. Il serait regrettable, je le dis sincèrement, que sur un texte qui ne soulève pas de critiques essentielles, de critiques fondamentales, la voie parlementaire de l'article 89 conduise à un échec. Ne peut-on craindre, si tel était le cas, que cela porte atteinte à la valeur de cette pratique institutionnelle? Si vous votez ce texte, vous montrerez, mesdames et messieurs les sénateurs, que vous partagez le souci qui anime le gouvernement. Assurer l'organisation de nos pouvoirs publics, c'est-à-dire une organisation qui intéresse le Parlement tout autant que le gouvernement et qui intéresse le pays tout entier. Assurer cette organisation par un ensemble de règles vivantes, modernes, c'est-à-dire appropriées, en fin de compte, au gouvernement de la France de demain. Ne vaut-il pas mieux les risques offerts par un retour plus fréquent du président devant les électeurs pour légitimer son action qu'une consultation sur un quelconque sujet, fût-il important, par la voie référendaire de l'article 11, dont l'objet serait faussé et qui provoquerait sans doute à nouveau remous et critiques. Une telle révision ne peut être menée à bien qu'avec le concours du gouvernement. Votre accord public, Monsieur le Premier ministre, je ne parle pas d'engagement, je ne me permettrai pas de parler d'engagement, sera la promesse du Premier ministre, mais aussi celle de Monsieur Pierre Messmer, qui a le grand privilège de bénéficier de la confiance personnelle de nombreux membres du Parlement, mais aussi de très nombreux Français. C'est elle qui emportera pour une large part notre adhésion au projet de révision constitutionnelle. En réduisant les délais qui séparent les consultations présidentielles, on fait progresser plus profondément, à un instant où ceci a toute son importance, les règles de la démocratie. Ainsi, il sera possible de mieux tenir compte des événements, des transformations rapides de la société et de ne jamais laisser un désaccord fondamental s'établir entre l'opinion publique et le chef de l'État. En résumé, mes chers collègues, il nous est proposé, par la voie parlementaire, une réforme à la fois simple et importante, correspondant à la réalité de notre temps et de la vie politique moderne, attribuant aux citoyens des droits nouveaux et des responsabilités accrues. Dans une démocratie, le peuple reste toujours l'arbitre suprême de la volonté nationale. Alors,
n'est-il pas dans le sens de l'histoire de rapprocher le temps de ces sentences? 5 ans, 7 ans, eh bien, oui, a priori. A priori, je pense qu'en effet, il est peut-être préférable que le mandat présidentiel soit limité à 5 années. Alors, je serais tenté de vous dire, bon, ben, je vais laisser passer cette modification, mais à la condition que rien ne soit mis en dehors de la modification de chiffres. Mais le vrai problème, Monsieur le Premier ministre, c'est qu'en réalité, vous n'avez jamais trouvé le moyen de résoudre le conflit qui peut arriver, excusez-moi, dont j'ai souhaité qu'il arrivât, à savoir une majorité à l'Assemblée nationale fondamentalement différente des options du président de la République. Alors, se soumettre, ou soumettre, ou se démettre? Alors là, non. Ce n'est pas convenable. En votant le texte des 5 ans, l'on vote pour l'accompagnement, pour l'environnement, pour les modifications des fonctions que le président de la République va s'arroger, c'est-à-dire la disparition du gouvernement. Nous aurons certes encore, nominalement ou nommément des ministres, ils s'appelleront toujours ministres, ils seront sans aucun doute des animateurs, ils seront très certainement des exécutants, ils seront des organes de propagande vis-à-vis de la population, ils seront des organes de liaison vis-à-vis des assemblées, et au lieu d'avoir un secrétaire d'État pour les relations avec le Parlement, nous aurons une quinzaine de ministres, mais nous retenons surtout que le gouvernement sera alors le porte-parole du pouvoir au lieu d'être un pouvoir. Voter ce texte qui nous est proposé, ce serait admettre que le rôle d'arbitrage dévolu au président de la République par l'article 5 de la Constitution ne rime plus à rien et que le président est le véritable chef de l'exécutif. Voter le quinquennat, ce serait accroître l'autorité personnelle du président de la République au détriment du peu de pouvoir qui reste au Parlement. Ce serait accentuer le caractère présidentiel du pouvoir sans lui apporter le moindre contrepoids. Voter le quinquennat, ce serait du même coup accepter de considérer comme caduc l'article 20 de la Constitution stipulant que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Ce serait en définitive piétiner allègrement la Constitution à la demande de celui qui est chargé d'en assurer le respect. Après M. Duclos, on a entendu 3 orateurs. M. Legarret, républicain indépendant, il ne se prononcera que ce soir après avoir entendu de nouveau le Premier ministre. M. Pelletier, gauche démocratique, a annoncé qu'il voterait contre le projet. Quant à M. Fréville, Union centriste, il a donné un oui conditionnel, sous réserve que le Premier ministre réponde favorablement à un toilettage plus complet de la Constitution et à une collaboration plus étroite entre le Parlement et le gouvernement. La discussion reprend à 22 h, le vote tard dans la nuit. Je vous retrouve pour ma part à 24 h dernière. D'autres détails donc sur cette discussion au Sénat à 24 h dernière, vers 23h15. L'agence Reuters confirme dans une dépêche datée du Caire que des pourparlers sur un éventuel cessez-le-feu au Proche-Orient se déroulent entre le président Anwar el-Sadat et M. Kosygin. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.